Une seule, courte, presque désarmante, qui renverse la perspective entière. Avant d'être amoureux, on est amis. Chez Mélanie Page, cette idée n'a rien d'une formule décorative. Elle sonne comme le cœur secret de toute une histoire. Pas besoin de musique dramatique, pas besoin d'effets de montage, pas besoin d'un plateau noyé de lumière. Une seule phrase suffit parfois à peser plus lourd que tous les récits fabriqués autour d'un couple célèbre. Et quand cette phrase surgit après plus de 25 ans de vie commune, après des années de rumeurs, de curiosité, de distance volontaire avec la presse people, elle prend la force d'un indice majeur. En 2025, plusieurs médias ont justement relayé les confidences de Mélanie Page sur ce socle inattendu de leur longévité. L'amitié, la complicité et surtout l'humour comme fondation du couple. Alors, la vraie question commence là, dans cette fêlure entre l'image et la réalité. Existe-t-il un mariage qui dure vraiment lorsque tout semblait au départ fragile, presque improbable ? Quand l'homme est l'un des animateurs les plus connus de France, qu'il traîne derrière lui des décennies de surexposition, une énergie débordante, un personnage public presque incontrôlable, et que la femme, elle, n'avait au commencement aucune envie particulière de se jeter dans cette histoire ? Qu'est-ce qui peut faire tenir un couple quand il y a 14 ans d'écart, des métiers exposés, des enfants, le quotidien qui use, les habitudes qui s'entrechoquent, les tensions qu'on n'étale pas, et cette règle tacite, ne jamais trop en dire ? Et surtout, derrière les rires, les tapis rouges, les photos bien cadrées, combien de secousses, combien de petits effondrements invisibles, combien d'accords laborieux faut-il pour continuer à se choisir ? Les sources sérieuses ne valident pas le récit d'un divorce officiel suivi d'une réconciliation, mais elles dessinent clairement une autre vérité, plus crédible, plus humaine, et peut-être plus bouleversante. Celle d'un couple qui a duré non pas parce qu'il aurait été simple, mais parce qu'il a appris à se réinventer dans la discrétion. Et c'est précisément pour cela que l'histoire de Nagui et Mélanie Page mérite d'être racontée comme une enquête sentimentale, presque comme un dossier sous scellé. Car ce qui fascine dans les unions célèbres, ce n'est pas seulement ce qu'elles montrent, c'est ce qu'elles taisent. Le public voit les apparitions, il devine le bonheur, il projette la stabilité. Mais il ignore les failles minuscules, les décalages du quotidien, les compromis épuisants, les soirs de fatigue, les phrases mal comprises, les habitudes qui deviennent des champs de bataille. Plus un couple est connu, plus l'imaginaire collectif remplit les blancs à sa place. On invente alors des ruptures, des trahisons, des crises spectaculaires, parce que le banal semble trop pauvre pour expliquer la complexité d'une longue histoire. Or, la vérité est souvent moins tapageuse et beaucoup plus rude. Ce qui use un couple, ce ne sont pas toujours les grands drames, ce sont les frottements répétés. Avant même d'ouvrir le dossier intime du couple, il faut regarder l'homme public. Nagui Femme, connue sous le seul prénom de Nagui, est une figure majeure de la télévision et de la radio française. Sa trajectoire médiatique commence dans les années 1980, notamment sur M6, passe par TF1, La 5, puis s'enracine durablement dans le service public. Son nom reste associé à des émissions comme Que le meilleur gagne, N'oubliez pas votre brosse à dents, Taratata, Tout le monde veut prendre sa place, ou encore N'oubliez pas les paroles. Si le paysage audiovisuel français a changé de visage au fil des décennies, lui est resté là, avec cette énergie nerveuse, ce débit rapide, cette ironie immédiate, cette manière de faire du plateau un terrain de jeu imprévisible. Sa réputation tient à cela, un mélange de professionnalisme, de chaos maîtrisé, d'humour réflexe, parfois d'excès, souvent de spontanéité. C'est précisément ce tempérament-là qui a fabriqué la marque Nagui. Mais ce qui fait une grande figure publique ne garantit jamais une grande histoire privée. Au contraire, les personnalités intenses sont souvent les plus difficiles à aimer dans la durée. Elles captivent, elles séduisent, elles remplissent l'espace, mais elles peuvent aussi fatiguer, déborder, imposer leur rythme, leur monde, leur vacarme. Et c'est là que l'histoire devient intéressante. Comment une femme qui, selon ses propres confidences, n'était même pas particulièrement disposée à entrer dans cette relation, a-t-elle fini par bâtir avec lui un lien de plus de 25 ans ? Comment celui qu'on imagine volontiers, emporté, impulsif, trop présent, a-t-il réussi à transformer une première impression mitigée en fidélité de longue durée ? Il faut revenir à la scène originelle, presque comme on revient sur les lieux d'une affaire non résolue. Saint-Tropez, le soleil, les apparences, l'ambiance légère qu'on associe aux rencontres estivales. Et pourtant, chez Mélanie Page, rien ne ressemble à une disponibilité romantique. Les récits relayés dans la presse people française indiquent qu'au début, elle ne voulait pas spécialement aller plus loin. Mieux encore, elle n'était pas séduite d'avance. Elle a raconté des années plus tard qu'elle avait même une forme de résistance, presque un réflexe de rejet. Cette précision est capitale. Elle détruit le cliché de la rencontre immédiatement magique.
Il n'y a pas eu des deux côtés une symétrie parfaite du désir. Il y a eu un décalage. Lui semble avoir été frappé, presque électrisé. Elle, non. Déjà, tout commence dans le déséquilibre. Et c'est peut-être là que se cache le premier secret de cette histoire. Elle n'est pas née d'un vertige partagé, mais d'une patience. Combien d'histoires meurent parce qu'elles veulent aller trop vite? Combien d'hommes prennent un refus poli pour une fin définitive? Combien de femmes restent figées dans une impression initiale, sans laisser au lien le temps de se former? Dans le cas de Nagui et Mélanie Page, ce qui apparaît dans les récits, c'est la persévérance. Nagui aurait appelé presque tous les jours pendant environ 2 mois. Pas en récitant une partition romantique, pas en s'agenouillant dans le registre du grand amour flamboyant, mais en parlant, en tenant la conversation, en faisant rire, en construisant appel après appel un territoire commun. Ce détail compte énormément, parce qu'il dit quelque chose de fondamental. La séduction n'a pas triomphé par le prestige, ni par la posture, ni par la célébrité. Elle a triomphé par la continuité. Imaginez la scène, non pas comme un film glamour, mais comme un lent travail d'approche. Une femme prudente peut être amusée sans être convaincue. Un homme déjà très exposé, dont on pourrait croire qu'il n'a qu'à claquer des doigts pour être désiré. Et pourtant, il insiste. Non avec lourdeur, mais avec présence. Non avec arrogance, mais avec esprit. Il téléphone, il relance, il s'installe dans le quotidien avant même d'entrer dans l'intimité. Et à force, ce qui n'était qu'une rencontre devient une habitude, puis une attente, puis un attachement. Voilà une leçon brutale pour notre époque fascinée par l'immédiateté. Certaines histoires durent précisément parce qu'elles n'ont pas commencé comme des évidences. Mélanie Page l'a dit, en substance, dans ses prises de parole récentes. Avant d'être amoureux, ils ont été amis. Cette phrase, si on la regarde de près, est presque une déclaration de méthode. Elle dit que le sentiment n'a pas été posé sur du vide. Il s'est formé sur une connivence, sur le plaisir d'échanger, sur une forme de camaraderie, sur un humour commun, sur cette sensation si rare de pouvoir être soi sans mise en scène. Et quand elle explique qu'un couple qui veut durer doit aussi se vivre comme une équipe, presque comme des meilleurs amis capables de rire ensemble, elle ne formule pas une jolie théorie abstraite. Elle reconstruit rétrospectivement ce qui les a tenus debout. C'est ici qu'on doit s'arrêter un instant, parce que le mot « amitié » dans un récit amoureux est souvent sous-estimé. Il paraît moins noble que la passion, moins spectaculaire que le désir, moins vendeur que la jalousie ou la fusion. Pourtant, sur la longue durée, c'est lui qui revient sans cesse. Être ami de la personne avec qui l'on vit, cela signifie quoi? Cela signifie pouvoir supporter son réel, supporter ses habitudes, ses manies, ses silences, ses lassitudes, ses mauvais jours, ses obsessions, ses répétitions. Cela signifie pouvoir rire au lieu de tout dramatiser, pouvoir parler sans jouer un rôle, pouvoir traverser une dispute sans avoir le sentiment que tout s'effondre. Combien de couples s'aiment très fort mais ne s'aiment pas assez en tant qu'être humain du quotidien? Combien se désirent sans se comprendre? Combien se promettent tout sans savoir simplement passer une soirée ordinaire ensemble? C'est peut-être cela, au fond, qui distingue les unions durables des passions épuisantes. Puis la vie s'accélère, le couple s'installe, les années avancent. Roxane naît en 2004, Annabelle en 2008, Adrien en 2012. Le Pacs arrive en 2009, le mariage en 2010. Tout semble alors entrer dans l'ordre d'un récit classique. La rencontre, la construction, les enfants, l'officialisation. Mais les histoires qui durent ne basculent jamais dans la difficulté au moment où les gens les regardent. Elles y basculent quand plus personne ne regarde vraiment, quand le décor est déjà en place, quand l'amour doit survivre non plus à la séduction, mais à l'organisation. Un enfant change le temps. 3 enfants changent l'architecture entière d'une vie. Le sommeil n'est plus le même, les conversations non plus. Les désirs se déplacent, les emplois du temps deviennent des labyrinthes. La fatigue introduit dans le couple une nouvelle langue, celle des tensions brèves, des malentendus rapides, des irritations qui n'auraient jamais existé dans les premiers temps. Et c'est ici que le mariage cesse d'être une image. Il devient une mécanique, une organisation, une suite de réglages, une série d'efforts invisibles. Les récits disponibles ne décrivent pas un couple de cinéma protégé par une harmonie constante. Au contraire, dans les confidences de Mélanie Page relayées en 2025, on entend l'idée de l'apprentissage. Elle insiste sur le fait qu'il n'existe pas de couple parfait, pas de formule magique. Elle parle de concessions, de capacité à ne pas rester campé sur ses positions, de dialogue, de changement. Cette parole, quand on l'écoute vraiment, contient déjà l'ombre des difficultés. Car personne ne parle autant de compromis s'il n'a pas connu de résistance. Personne ne parle autant de dialogue s'il n'a pas expérimenté des blocages. Personne ne parle autant de souplesse s'il n'a pas traversé des rapports de force. Les premières années de mariage ont donc probablement été moins lisses que leur image publique ne le laissait croire.
Non pas parce qu'un scandale documenté aurait éclaté. Les sources fiables n'en établissent pas. Mais parce qu'un couple composé de deux individualités fortes, sous pression médiatique, avec des enfants, des emplois du temps lourds et une volonté farouche de protéger son intimité, ne peut pas être un long fleuve tranquille. Mélanie a laissé entendre qu'ils n'étaient pas toujours d'accord dans la vie quotidienne. Or, c'est souvent là que se concentrent les batailles les plus épuisantes. Qui gère quoi? Qui cède? Qui comprend le mode de vie de l'autre? Qui accepte les différences de rythme, de silence, de rangement, de tolérance au désordre, de besoin de solitude, de manière d'éduquer? À partir de quand le détail devient-il symbole? À partir de quand une simple habitude devient-elle une provocation? Les histoires de célébrités souffrent d'un problème particulier. Le public ne croit qu'aux drames visibles. Il veut des infidélités, des séparations, des retournements, des révélations. Mais les vrais drames conjugaux sont souvent moins scénarisables. Ce sont des usures, des incompréhensions, des accumulations minuscules. Un homme qui rentre trop tard, une femme qui se sent seule dans la gestion familiale, des besoins qui ne se disent pas à temps, une fatigue qui transforme la moindre remarque en affront. Et parce qu'il s'agit d'un couple très exposé, chaque tension privée doit en plus être traitée sous la menace constante du regard extérieur. Comment se disputer librement quand on sait qu'un écho, une photo, une phrase sortie de son contexte peuvent devenir une histoire publique? C'est peut-être là que commence la zone la plus trouble de leur mariage. Non pas un scandale au sens brut, mais la cohabitation entre l'intensité privée et le silence public. Les sources consultées confirment une forte volonté de préserver la vie familiale. Cette réserve n'est pas un simple caprice de célébrité. C'est presque une stratégie de survie. Plus un couple parle, plus il nourrit la machine extérieure. Plus il se justifie, plus il devient prisonnier de sa propre version. Nagui et Mélanie Page ont au contraire construit leur durée sur une forme de fermeture contrôlée. On les voit, on devine, on entend quelques phrases, mais on ne pénètre jamais complètement la maison. Et cette maison, justement, semble avoir été pensée comme un refuge. Des articles ont évoqué leur vie dans une maison art déco à Paris. Un lieu voulu, choisi, presque rêvé. Le décor dit quelque chose. La stabilité n'est pas seulement émotionnelle, elle est aussi spatiale. Il faut un lieu où les rôles sociaux tombent. Pourtant, même les plus beaux refuges ne suppriment pas les conflits, ils les contiennent seulement. On peut imaginer, et ici il s'agit d'une interprétation fondée sur leurs propos généraux, non d'un fait documenté au détail près, que l'une des grandes difficultés du couple a été d'apprendre à vivre non pas l'amour abstrait, mais la proximité concrète. Il est facile d'aimer quelqu'un qu'on voit par éclair. Il est beaucoup plus difficile de vivre avec lui lorsque sa personnalité déborde dans chaque pièce. Or, Nagui n'est pas un homme au profil neutre. Son image publique raconte quelqu'un de vif, de tranchant, de joueur, parfois de nerveux. Ce type de tempérament fait des merveilles à l'écran. À la maison, il exige des équilibres. Face à lui, il fallait soit s'effacer, soit entrer en guerre, soit inventer une troisième voie. Tout laisse penser que Mélanie Page a choisi cette troisième voie. Ni soumission, ni affrontement permanent, mais adaptation intelligente. Et peut-être que l'humour a tout changé. C'est le mot qui revient sans cesse, comme une empreinte retrouvée sur la scène. Mélanie Page a insisté sur son importance. L'humour n'est pas seulement un agrément. Dans un couple, il peut être une arme de désamorçage, une langue commune, une façon de se rappeler qu'on est du même côté. Il empêche parfois le ridicule des grandes scènes. Il remet à leur place les querelles inutiles. Il aide à relativiser. Il crée une mémoire heureuse dans les moments de tension. Chez Nagui, l'humour est évidemment constitutif de la personnalité publique. Chez Mélanie Page, il devient l'élément qui rend cette personnalité vivable dans la durée. Ce n'est plus seulement du charme, c'est un matériau de construction. Mais attention, l'humour ne sauve pas tout. Il y a une erreur romantique qui consisterait à croire qu'un couple drôle est forcément un couple heureux. Non. Beaucoup de couples rient et s'abîment. Beaucoup savent faire bonne figure et ne se touchent plus vraiment. Beaucoup affichent une légèreté qui n'est qu'un camouflage. Ce que dit Mélanie est plus profond. Elle ne dit pas seulement qu'il rit, elle dit qu'il partage quelque chose comme un esprit d'équipe. Voilà le mot décisif, équipe. Être une équipe, cela signifie qu'au moment de la difficulté, on n'essaie pas de gagner contre l'autre, on essaie de sauver le lien. On ne cherche pas à triompher d'une dispute, on cherche à sortir de la dispute ensemble. C'est plus exigeant et infiniment plus rare. L'écart d'âge, souvent commenté de l'extérieur, fait aussi partie des questions que le couple a dû affronter. 14 ans séparent Nagui et Mélanie Page. Dans l'imaginaire collectif, ce type d'écart déclenche immédiatement des récits automatiques. Différence de maturité, de référence, de rythme, de projection, de rapport au temps.
Pourtant, selon les propos relayés de Mélanie, elle n'a jamais vraiment ressenti cet écart dans leur tête. Cette nuance mérite qu'on s'y arrête. L'âge biologique fait les gros titres, l'âge antérieur fait les couples. Deux personnes peuvent avoir presque le même âge et habiter des mondes incompatibles. Deux autres peuvent avoir 15 ans d'écart et se reconnaître dans la même façon de rire, la même vitesse affective, le même rapport au monde. Cela ne supprime pas les défis, mais cela déplace le débat. Cela dit, prétendre que l'écart d'âge n'a joué aucun rôle serait probablement naïf. Même lorsqu'il n'est pas ressenti psychologiquement, il existe socialement. Il existe dans le regard des autres, il existe dans les attentes, il existe dans les projections sur l'avenir. Il existe dans la manière dont la presse construit le récit. Combien de fois ce couple a-t-il dû répondre, même silencieusement, à cette équation imposée? L'homme plus âgé, connu, installé, la femme plus jeune, observée à travers lui? Il faut une grande solidité intérieure pour ne pas laisser cette lecture contaminer la relation elle-même. Mélanie Page semble l'avoir fait en imposant sa propre définition du lien. Non pas la femme de, non pas le complément d'un monument télévisuel, mais une partenaire, une actrice, une alliée, une présence à part entière. Et c'est ici qu'une autre dimension apparaît, la question de l'identité personnelle dans un couple médiatique. Comment rester soi quand l'autre occupe autant d'espace dans l'imaginaire collectif? Comment ne pas être absorbé par la réputation, le nom, la machine médiatique? Là encore, la longévité du couple suggère qu'un équilibre a été trouvé. Non sans effort, sans doute. Non sans moment de désajustement. Mais suffisamment pour éviter deux écueils classiques, la disparition de l'un dans l'ombre de l'autre ou la concurrence permanente. Un couple dure rarement lorsqu'il devient un duel d'ego. Il dure davantage lorsque chacun obtient le droit d'exister en entier.